Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour justement le deuxième épisode sur les 30 points que j'aurais aimé savoir pour passer de 0 à 300 lots en 14 ans. Et on est au point 17. Le point 17, c'est à partir de 10 lots, on sait faire de l'immobilier. Alors ce point-là, je sais qu'il fait beaucoup réagir. Ce que je veux dire, c'est pas parce que vous avez acheté un appartement, c'est pas parce que vous avez acheté un immeuble que vous savez faire de l'immobilier. Il y a plein de choses qui s'apprennent au fur et à mesure du temps. C'est très bien d'avoir 1, 2, 3, 4 appartes, même 4 colocations. Mais finalement, on apprend toujours des choses quand on fait un volume plus important. Donc là, j'étais gentil, j'ai mis 10 lots, mais en réalité, c'est plus du 20, 50 lots pour savoir vraiment faire de l'immobilier et si possible, les avoir possédés depuis quelques temps. Parce qu'indirectement, l'immobilier, plus le temps passe, plus on fait face à des problématiques différentes, que ce soit de l'expulsion, que ce soit des travaux pour pouvoir réparer ces appartements, ces immeubles, que ce soit des enjeux avec les mairies. Bref, plus le temps passe, plus finalement on va être confronté à certaines problématiques, ce qui n'est pas forcément vrai dans tout. Mais en tout cas, dans l'immobilier, ça fonctionne. Ce qu'il faut aussi, c'est rester actif. C'est-à-dire que si on a fait de l'immobilier il y a une dizaine d'années et qu'on arrête d'acheter, les choses évoluent, que ce soit les taux d'intérêt, que ce soit les banques, que ce soit les nouvelles normes de DPE, les nouveaux documents qu'il faut fournir aux banques ou aux notaires, etc., etc. Du coup, dans l'idée, il faut en faire un paquet pour comprendre ce que c'est et si possible, il faut en faire un paquet de la même chose, comme ce que je disais la dernière fois. Si vous faites si vous alternez entre immeubles de rapport, Airbnb, locaux commerciaux, etc., vous risquez d'avoir une connaissance partielle de chacun des secteurs, alors que si vous faites que des colocations et vous avez une très bonne maîtrise, non seulement des meubles de la colocation, de comment fonctionnent les colocataires, des enjeux pour trouver des colocataires, etc., etc. On passe au point 18. Les travaux demandent une présence journalière. Alors ça, on aimerait tous pouvoir tout déléguer dans une opération immobilière. On aimerait pouvoir déléguer la recherche, on aimerait pouvoir déléguer la négociation, on aimerait pouvoir déléguer les travaux, l'estimation, mais aussi les travaux. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'il faut revenir dessus. Il y a un moment, c'est pour ceux, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vous travaillez beaucoup dans la tech, vous travaillez beaucoup en chef de projet aussi dans d'autres secteurs, ou quand vous êtes dans le conseil aussi, vous avez des projets à mener. Vous vous rendez compte que même lorsque vous travaillez avec des personnes qui sont proches de vous, il faut être très concret sur vos attentes. Donc vraiment définir déjà la vision. La vision, c'est où est-ce que le logement va aller et pour qui va s'y prêter, dans le cas de l'immobilier. Et la vision, on va retrouver dedans pour combien de temps vous voulez faire le logement, quelle est votre vue à 5-10 ans sur ce logement-là. Deuxième élément, il va falloir travailler concrètement ce que vous attendez des équipes qui sont avec vous sur les travaux, même si vous faites du clé en main, même si vous faites tout ça, demandez concrètement à quoi va ressembler chacune des pièces, à quoi va ressembler votre logement, revenez sur des basiques en fait. La plupart, je pense que vous faites déjà ça ici. Si vous faites du conseil, si vous faites du chef de projet, il faut vraiment vous dire, ok, ça ressemble à quoi concrètement ? Concrètement, essayez de comprendre les choses, comment les WC peuvent être à tel endroit, comment la cuisine peut être à tel endroit, il se passe quoi avec les fenêtres. En gros, il faut revenir avec un panel de questions pour vous assurer que vous avez des explications qui vous semblent logiques. Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser en termes de grosses œuvres, d'électricité pour finalement bien réussir à valider 80-90% des problématiques auxquelles vous allez faire face. Ce qui va se passer, c'est un chantier, c'est un peu comme tous les nouveaux projets. Lorsqu'on va commencer le chantier, ça va avancer très vite, c'est-à-dire que les personnes vont venir, elles vont démolir, ça on aime bien faire de la démolition, si vous faites de la démolition. Et après, il y aura de construire progressivement ou d'aménager progressivement les pièces. Si vous n'êtes pas présent, on va sentir, l'artisan risque de sentir que vous êtes un petit peu faible, alors sur deux éléments. Soit vous n'êtes pas présent pour valider et faire suite à ces demandes. Alors attention, quand vous sélectionnez des artisans,
le moins vous êtes clair au début avec l'artisan, c'est-à-dire le moins vous avez des plans du bien, même une vision 3D du bien final, les couleurs par les pièces, etc. Moins vous avez sélectionné les matériaux, donc c'est quoi la douche que vous allez acheter, c'est quoi le pommeau de douche, ça va être quoi le carrelage concrètement, c'est quoi les références du carrelage du sol, etc. Moins vous êtes clair, plus l'artisan va devoir revenir vers vous pour valider un certain nombre d'équipements et un certain nombre d'aménagements dans votre appartement. Du coup, le moins vous êtes clair, le plus l'artisan va devoir vous contacter assez souvent et il va se retrouver, mettez-vous à sa place. Il y a un moment, vous lui avez dit que vous voulez une cloison à tel endroit, à peu près à tel endroit pour faire une chambre, par exemple. Lui, il va être là, à un moment, il va devoir faire la cloison, le gars. Et quand il va te faire la cloison, si vous n'avez pas été très clair pour lui dire, écoutez, c'est à 1 mètre tant la cloison et voilà combien elle va mesurer, et que lui, il puisse tester et vérifier que tout fonctionne bien, il va être en panique, il va pas se lancer dedans parce qu'une cloison, s'il s'amuse à faire toute la cloison, ça va lui coûter 700 €. Et une fois que la cloison elle est faite, si vous n'êtes pas content, la démolir et la refaire, c'est 700 € plus un jour de perdu, plus décalage du chantier. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment être très exact, être présent pour son artisan, définissez vraiment le canal de communication. Le mieux, moi je vous encourage à programmer un appel avec lui, une présence journalière, surtout au début, au lancement d'un projet. Le plus important, c'est comme quand vous recrutez quelqu'un. Dès le début, il faut être très très présent, bien cadré, bien répondre à ses questions et surtout bien travailler en amont. Si vous n'êtes pas présent, donc il y a deux choses. Il y a l'artisan ne va pas avoir ses réponses à ses questions et de l'autre côté, l'artisan va sentir que vous n'êtes pas trop là, vous vous intéressez pas trop au sujet. Ce qui fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui lui répond plus rapidement sur un autre chantier, parce que généralement vos artisans ont plusieurs chantiers, il va se dire je vais plutôt aller traiter le chantier de l'autre personne qui a l'air plus investi et donc le chantier est potentiellement plus important. Donc au début, prévoyez vraiment une présence journalière. Une présence journalière, ça peut simplement être envoyer un message à votre artisan pour lui demander comment est-ce que tout se passe bien et surtout entraînez-le au début du chantier à définir quel est votre niveau d'exigence. Donc si c'est tous les jours d'avoir une vidéo de l'appartement en entier pour savoir comment ça évolue dans la journée, demandez-lui, montrez-lui. Ça va un peu l'embêter au début, puis après il sera très content d'envoyer la vidéo pour montrer ce qu'il a fait comme travail. Je pense qu'on est tous contents de montrer comment on avance sur un chantier. Ça vous permet au début de ne pas faire de variation. On se rappelle, une variation de 1 à 5% en début d'un projet, à la fin, ça peut faire des décalages, mais de 50 à 100%. Donc si vous vous assurez au début qu'il n'y a pas de variation et que vous êtes on track sur votre plan, ça va avancer de mieux en mieux. Point 19, emprunter sur longtemps te permet d'emprunter plus. Donc ça, c'est une règle assez classique. On se demande finalement, et c'est une question tout à fait légitime, de se dire aujourd'hui j'emprunte sur 20 ans, je suis à 3%, j'emprunte sur 25 ans, je suis à 3,50, et l'enjeu que j'ai, c'est je vais avoir 5 années supplémentaires où je vais payer finalement des intérêts sur le capital. Donc non seulement mon taux est plus conséquent, et en plus pendant 5 années supplémentaires, je vais payer des intérêts supplémentaires et je vais payer de l'assurance emprunteur. Donc on va se dire, ok, je vais emprunter sur le moins longtemps possible, comme ça je paye le moins d'intérêt. Alors factuellement c'est vrai que vous allez payer moins d'intérêt si vous empruntez sur un instant plus court et que l'emprunt va vous coûter moins cher. Nous, la problématique, on revient sur le calcul de l'endettement de façon classique. En fait, nous, on a 3 enjeux quand on fait de l'immobilier et quand on fait de l'investissement classique. Un, on veut garder un maximum de cash. Pour garder un maximum de cash sur une même opération, vraisemblablement, c'est plus simple d'emprunter sur 25 ans parce qu'on peut emprunter plus d'argent, donc on va mettre moins d'apport, si on prend cette logique-là. L'apport, on ne veut pas en mettre en immobilier parce que l'immobilier ne fonctionne qu'avec de la dette, c'est-à-dire que l'immobilier tout seul sans dette, finalement, on a des rentabilités de 4%, 3%, voire 6%, potentiellement 10% en rendement brut, mais si on regarde réellement ce que ça rapporte sur le cash et en cash flow net après impôt, on est sur des rentabilités assez basses. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est avoir un maximum de dette pour que cette rentabilité réelle qui est de 4% passe à du 50-100% par an. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur aussi l'argent qui est concrètement dans une opération immobilière. Si on prend en compte du coup cette rentabilité sur le cash, le moins on a d'argent, le plus on a de dette, le plus on gagne. Ce qu'on veut faire du coup, c'est y a des stratégies, mais là attention, ça c'est remis en cause avec ce qu'on pouvait faire sur le LMNP, ce qui va être de vendre en fait ces biens au bout de 10-15 ans. On finit par les vendre parce qu'on a trop de cash dans le bien au bout de 10-15 ans. Je vous ferai un épisode sur la dette pour vous redonner les éléments. Autre chose, lorsque on emprunte sur 25 ans, on va avoir des échéances inférieures. Donc si vous empruntez par exemple sur un montant sur 20 ans, vous allez avoir 1 000 € d'échéance. Vous empruntez sur 25 ans, vous allez avoir 800 € d'échéance. Et on se rappelle, donc ce que ça va générer, c'est 200 € de plus que vous allez pouvoir utiliser pour réemprunter derrière. Donc
plus on emprunte sur un temps long, plus on peut emprunter, c'est logique, plus on peut emprunter un montant important et plus on peut emprunter. Autre élément, emprunter sur 25 ans, ça permet de dégager du cash flow. Donc il y a des opérations sur 20 ans vont être en cash flow neutre par exemple, donc à zéro de cash flow, d'excédent de trésorerie. Sur 25 ans, on va avoir du cash flow supplémentaire. Le cash flow, c'est très important. Ça vous permet à vous de reconstituer du capital ou d'avoir un capital supplémentaire pour pouvoir continuer les opérations immobilières. Attention, il y a forcément un moment où vous allez, ça dépend comment vous organisez, mais il y a très grande chance que vous soyez obligé de mettre de l'apport pour faire des prochaines opérations. Et après, d'avoir ce cash flow supplémentaire va vous permettre de faire face, non seulement de pouvoir en vivre potentiellement si vous faites de belles opérations, et aussi ça va vous permettre de faire face à des inconnus si à un moment vous avez besoin de cash de façon générale. Donc nous, on va emprunter sur très longtemps et faire des opérations qui fonctionnent sur du 25 ans si on peut le plus possible. Point 20, l'immobilier marche à plus de 90% en respectant un processus. Oui, ça c'est vrai. Contrairement à... Alors, tout peut fonctionner à partir d'un processus avec plus ou moins d'incertitudes. L'immobilier, on peut lever plus de 90% des incertitudes sur un bien. Les incertitudes quand vous faites une opération immobilière, premièrement, c'est de savoir si ça va se louer. Là, vous avez plein de méthodes qui vous permettent de savoir si votre appartement va être loué lorsqu'il sera terminé, voire votre Airbnb. Vous avez des sites comme AirDNA pour Airbnb. Vous avez des agences que vous pouvez appeler pour valider si les appartements similaires sont loués et lesquels sont loués exactement à quel prix. Bref, vous avez toutes ces parties-là. Deuxième partie, ça va être sur le prix du bien. Le prix du bien est composé de plusieurs choses. Dans ces choses, il va y avoir le prix des travaux si vous en avez. C'est tout à fait possible de faire venir plusieurs artisans, de faire des bons plannings de travaux, de voir quels seront du coup les travaux réels à réaliser. Pareil sur l'ameublement, vous pouvez faire une liste de meubles. Et enfin, vous rentrez sur le prix du bien. Le prix du bien en tant que tel, vous avez des sites comme DVF qui vous permettent de savoir quelles ont été les dernières transactions sur des biens similaires, à peu près similaires en termes de mètres carrés. Sur ça. Donc ça vous permet de valider tous ces éléments-là. Après, on va revenir sur les cash flows. Donc là, les rentrées de loyer, vous les avez. On va aller dans les dépenses. Dans les dépenses, il va y avoir l'emprunt. Vous savez combien vous pouvez emprunter pour réaliser le bien, si possible à 110% sur 25 ans ou 110% sur 20 ans. Ou sinon en fonction de votre condition. Vous allez avoir les charges de copropriété, vous les avez. Si vous faites de la colocation, il va falloir ajouter Internet, il va falloir ajouter potentiellement l'électricité et le chauffage si ce n'est pas dans les charges de copropriété. Enfin, l'assurance P&O, ça vous savez où le trouver. La taxe foncière, vous savez où vous la trouvez. Et après, en fonction de la constitution de votre opération, si vous le faites en société ou pas, il y a des charges supplémentaires que vous pouvez mettre. Bref, en fait, vous avez la possibilité de valider que vos clients seront là, valider que votre coût d'achat est bien réalisé. Donc, en fait, l'ensemble est bon. Du coup, si vous respectez ce process-là, en rentrant dans le détail, vous avez 90% de chances de réussir votre investimo. Non seulement d'avoir la vacance locative, la tension locative, etc. 21.21, on est sur 1000 euros par mois est faisable avec 250 000 euros de budget. Donc oui, 1000 euros de cash flow par mois, c'est faisable avec 250 000 euros de budget. Le cash flow, c'est l'excédent brut de trésorerie. Là, grosso modo, pour 250 000 euros, on a des immeubles dans des villes de taille plutôt petite. Donc ça va être en dessous de Roubaix, dans la taille de ville, pour que vous puissiez vous donner un ordre d'idée. Et ça peut être dans le nord, à côté de Valenciennes, etc., dans l'est, dans l'ouest, bref, tant que vous n'êtes pas à Paris même ou à Lyon même, vous avez largement de quoi faire. Sinon, ça peut être des colocations, 4 chambres, 80 mètres carrés dans des zones où le mètre carré est assez faible et la tension locative est bonne. Point 22, 2000 euros par mois de cash flow, c'est 600 000 euros à 110% net. Alors, il y a un truc qui marche assez bien dans l'immobilier. En fait, on se rend compte qu'on respecte indirectement la règle des 4% que vous avez pu voir sur les marchés financiers. Alors, comment c'est constitué ? C'est simplement, vous allez pouvoir faire 4% de cash flow avec de l'investissement à 110% de dette. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de garder vos ratios d'investissement en bourse. Par exemple, en bourse, on était pour avoir 2000 euros de cash flow par mois, si vous investissez à 4%, ça veut dire que vous prenez 2000 x 12, donc 24 000, vous divisez par 4, vous multipliez par 25, vous arrivez à 600 000 euros d'investissement et ça vous fait 2000 euros par mois en bourse. Ça, c'est la règle. La Trinity Study des années 90. Alors, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Dans la Trinity Study, c'était une répartition entre une allocation en obligations américaines, une allocation en actions et la prise en compte de 3% d'inflation.
Là aujourd'hui, nous, la plupart d'entre nous, quand on se lance dans Fire, ce qu'on va faire, c'est mettre tout l'argent en action, enfin une très grande partie en action. Donc on prend techniquement plus de risques, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'immobilier, on a exactement ces mêmes ratios-là. Donc si vous voulez gagner 4 000 euros par mois, ça vous fera 1,2 million d'investissement avec 110% de dette. Effectivement, si vous avez moins que 110% de dette, normalement, vous devriez avoir plus de cash flow. Le point numéro 23, la performance énergétique des PE est à vraiment traiter. Alors là, aujourd'hui, c'est non seulement à vraiment traiter, mais aussi, et attention pour ceux d'entre vous qui se disent, bon, je vais acheter un logement classé G, je vais en faire les travaux, comme ça, je vais pouvoir l'acheter pas cher et le mettre sur le marché, et le remettre sur le marché. Attention à ce jeu-là, parce que là, on a encore une fois la problématique de l'emprunt. Quand vous êtes classé maintenant G, même F, les banques généralement vous demandez en apport un apport supplémentaire qui va être l'apport du montant des travaux. Donc finalement vous vous retrouvez à mettre beaucoup d'apports pour faire un bien dont vous allez échanger la performance énergétique, mais faites vraiment les calculs parce que potentiellement ça ne vaut pas le coup et assez souvent ça ne vaut pas le coup si vous voulez avoir beaucoup de dettes. Donc nous en investissement locatif on va se rabattre directement sur des logements qui sont classés mieux que ça, donc pourquoi pas dans les D par exemple. Point numéro 24, une négociation à moins 45% peut passer, voire même moins 50%. Nous, c'est ce qu'on a réalisé pour le coup à Béziers. On a plusieurs immeubles à Béziers et on a eu des négociations à réaliser. Alors, ça se prête à un certain contexte, donc un contexte d'urgence du vendeur, un contexte d'immeuble ou d'appartement souvent à problématique, donc soit le contexte du vendeur, soit le contexte du bien. Généralement, c'est un peu les deux. Donc là, il y a des par exemple, il y a des litiges qui ont lieu entre des personnes. Par exemple, là, c'était un immeuble où une personne avait commencé à changer ses fenêtres, sauf que la mairie avait mis des fenêtres en PVC, ça ne respectait pas le PLU, mais le gars avait acheté toutes ses fenêtres, il s'était fait livrer ses fenêtres, il était en train de les mettre. La mairie a dit, écoutez, non, vous n'avez pas le droit. Du coup, le gars se retrouvait avec des fenêtres qu'il ne pouvait pas mettre et il en avait marre. Et visiblement, c'était pas la première problématique qu'il a vue avec la mairie. Et du coup, il était là, ok, c'est bon, j'arrête, je lâche l'éponge, je laisse tomber cette opération. Donc des négos à moins de 45%, ça peut passer. Attention à ne pas faire des offres trop hautes, parce que sinon, vous allez regretter par la suite. Point numéro 25, une pépite, il y en a une par jour, pas de faux mots. Ça, c'est vrai. Alors, des pépites, il y en a partout. Attention surtout, et je vois beaucoup d'entre vous qui sont un peu à bout pour leur première acquisition, et qui vont finir par acheter une opération en se disant bon, elle n'est pas super ouf, je fais 50, 100 euros de cash flow, j'y vais quand même. Faites ce que vous voulez, peut-être que c'est l'opération qui va vous permettre d'en faire d'autres, mais en réalité, des pépites, il y en a partout, et généralement, il faut creuser un petit peu plus pour aller choper une belle opération qui va bien fonctionner. Donc moi, je vous encourage à vraiment choper une belle OP. Le plus tôt on fait un deal, donc point 26, le mieux c'est, alors ça c'est vrai, le plus tôt on monte sur scène, par exemple, si vous voulez faire du théâtre, le mieux c'est. Le plus tôt on fait une compétition de MMA, si vous voulez faire des compétitions, le mieux c'est. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Donc n'attendez pas, avant de faire votre opération, n'attendez pas le moment le plus merveilleux pour faire une opération, ça n'existe pas. Donc venez, pour ceux qui sont chauds, venez directement coaching avec moi, on plie le projet, 2-3 semaines, 4 mois, bam, on a un bien qui tourne, et comme ça vous permet d'être on track pour voir si c'est pour vous déjà. L'immobilier, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être à fond dans l'immobilier, vous n'êtes pas obligé d'être à fond dans le business pour que ça fonctionne bien pour vous. Il y a forcément un plan qui va fonctionner. Il faut choisir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Point numéro 27, une SCI à l'IS et tu peux monter à 1 million d'euros. Donc là, ça reprend un petit peu ce que j'avais dit dans le précédent épisode. En fait, pour commencer dans l'immobilier, ça dépend jusqu'où vous voulez aller, mais généralement, ce qu'on fait, et encore aujourd'hui, c'est qu'on va faire une première opération en LMNP qui va être une opération d'un appartement meublé parce que c'est ce qui est le plus simple en termes de compréhension, en termes de montant, en termes de financement. Et après, lorsqu'on est bloqué, généralement un peu avant 35% ou même à 40-45% en fonction de combien vous gagnez, là on va passer directement à des SCI à l'IS, mais on va devoir mettre de l'apport. Donc là, il y a encore une fois des subtilités de négociation qu'on peut utiliser pour ne pas mettre d'apport. N'hésitez pas à venir. Là, en fait, à chaque génération, à chaque banque, il y a à chaque fois une subtilité à avoir. Nous, c'est ce qu'on récupère et c'est ce qu'on vous partage. Du coup, là, vous allez pouvoir monter. Si vous gagnez dans les 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, on peut monter à 1 million d'euros de dette dans l'immobilier avec les bons partenaires sur les bons projets. Ça, c'est top. Après, ça bute un petit peu plus. Point 28, que des colocs, c'est très bien. Effectivement, on pense beaucoup à la diversification, mais encore une fois, la diversification, ça dépend où vous voulez aller. On se rappelle, dans l'immobilier, on peut appliquer la règle des 4%. Donc, si vous voulez 2 000 euros par mois, il faut 600 000. Si vous voulez 4 000 euros par mois, il faut 1,2 million. Vous voulez 8 000 euros par mois, il faut 2,4 millions. Du coup, si vous savez qu'il vous faut 2,4 millions, que vous faites des investissements de l'ordre de
200 000 euros, il va vous en falloir une dizaine, voire 13. Donc là, tant qu'à faire, vous pouvez faire 13 colocations à 200 000 euros et arriver à vos 2 millions d'euros d'investissement. Vous faites exactement la même chose. Si possible, vous faites la même chose quasiment au même endroit pour les 3-4 premiers apparts avant d'aller dans d'autres endroits. On cherche toujours quelque chose qui gagne plus que ce qu'on fait aujourd'hui, alors que dans la plupart des cas, il faut juste refaire beaucoup plus qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu le bilan, parce que bon, on va se retrouver, vous allez faire la même erreur que moi, vous vous retrouvez avec des trucs un peu partout. Moi, j'ai des appartements vraiment dans le sud de la France qui sont à 5 heures de train. Là, en l'occurrence, bon, c'est en gestion, mais il faut que j'aille vérifier des travaux. Je traîne un peu, donc là, il faut que j'y aille, et ça va me prendre du temps pour y aller, m'assurer que ça marche. Et si je loupe quelque chose, là, je suis mal. Que des immeubles, c'est très bien. Point 29, c'est exactement la même logique. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur des colocs après. Si vous êtes bon en immeuble, que vous avez une zone, charbonnez les immeubles. Charbonnez aussi un modèle d'immeuble que vous connaissez. Évitez d'acheter des immeubles de catégories différentes pour que ça tourne bien. Point 30, en un an, on peut faire 3 millions d'euros d'investissement. Oui, on peut largement faire 3 millions d'euros d'investissement en un an. Ça dépend de votre condition, ça dépend de si vous avez déjà réalisé des opérations avant, ça dépend si vous avez une appétence au risque. Bref, en tout cas, en un an, on peut faire 3 millions d'euros d'investissement. C'est ce que j'avais fait il y a 3 ans, moi, à titre personnel. Donc en tout cas, et puis ce que j'avais fait plusieurs fois aussi avec ne serait-ce qu'un seul investissement quand j'avais acheté mon gros immeuble à qui est loué à des écoles. On a fait ensemble une trentaine de points sur ce que j'aurais aimé savoir au début. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur LinkedIn. Moi, je vous attends. Cette semaine, rappelez-vous, assez souvent, je fais des lives le lundi, mardi, mercredi à 20h. Donc, je réponds à vos questions. Donc, sur l'immobilier, on reprend toutes les étapes que vous devez connaître pour faire votre opération. Ça, c'est le lundi, généralement à 20h. Le mardi à 20h, on reprend toutes les étapes pour que vous puissiez faire l'acquisition de votre entreprise. Et le mercredi à 20h, on reprend toutes les étapes pour que vous puissiez passer en solopreneur. Et du coup, quitter ces 5 à 10 000 euros par mois pour passer plutôt à du 30 000, 50 voire 100 000 euros par mois. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de défoncer vos investissements et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.